Donc bonjour, résumé du cours sur le chapitre principe d'inertie. Alors voilà, donc là j'ai mis le cours en fait, c'est assez simple, il y a juste une feuille. Voilà, il faut comprendre ce tableau. Donc dans ce cours, on essaie de comprendre une relation entre le mouvement d'un corps et les forces appliquées au corps, à ce corps. Alors pourquoi? Parce que ce sont les forces qui engendrent un mouvement. Donc à tel type de force, eh bien, correspond à un certain mouvement. Alors voilà, donc là j'ai mis les mouvements que l'on va étudier. Alors en seconde, on n'étudie pas tous les mouvements, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc on va étudier donc, trois types de mouvements. Alors le premier, c'est l'immobilité, c'est l'absence de mouvement, donc c'est un mouvement particulier. Ensuite, mouvement rectiliforme et tous les autres. Voilà, donc le détail de tous ces autres mouvements se font après en première et en terminale. Alors, quand un corps est immobile, eh bien, les forces qui s'exercent sur lui, eh bien, donc on dit qu'elles se compensent, c'est-à-dire que si on fait la somme vectorielle de ces forces, hein, F1 plus F2 plus F3, eh bien, on trouve vecteur nul. C'est-à-dire que cette égalité mathématique correspond en fait à une figure géométrique. On met les flèches bout à bout, hein, les flèches, donc les forces qui s'exercent sur le mobile, on les dessine hein, avec une certaine échelle, et si on les met bout à bout, on revient au point de départ. Hein, et ça veut dire que c'est le vecteur nul. Si le mouvement est rectiligne uniforme, hein, le mouvement du mobile est rectiligne uniforme, hein, c'est ce que voilà, des points équidistants, hein, des points alignés et équidistants, eh bien, les forces qui s'exercent sur le mobile qui se déplace, eh bien, se compensent, et la somme des forces est égale au vecteur nul, et donc on a exactement la même situation qu'ici. D'accord. Et enfin, il y a tous les autres mouvements. Alors là, j'ai dessiné un mouvement curviligne ralenti, hein, si ça va dans ce sens-là, comme ça. Là, j'ai dessiné un mouvement curviligne ralenti et puis curviligne accéléré. Ici, j'ai dessiné un mouvement rectiligne retardé, freiné, hein, retardé, voilà. Mouvement rectiligne retardé, voilà, deux exemples. Et bien, dans ce cas-là, si on analyse les forces exercées sur ces mobiles, eh bien, on va trouver que la somme des forces ne va pas être égale au vecteur nul. C'est-à-dire que si on met les flèches bout à bout, hein, les vecteurs bout à bout, eh bien la figure ne se referme pas. J'ai pris 5 vecteurs, par exemple. Eh bien, le vecteur F5, il ne revient pas ici. Voilà, il revient là. Et donc, du coup, le résultat n'est pas le vecteur nul, mais un certain vecteur, une certaine force. Alors, quelle est cette force? Eh bien, c'est une flèche. Hein. Le début de la flèche correspond au début de la construction, et la fin de la flèche correspond à la fin de la construction. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Alors c'est bien sûr équivalent, hein. C'est-à-dire que si on sait que les forces se compensent, et bien à ce moment-là, il y a deux cas possibles, immobilité et mouvement rectiliforme. Donc ça c'est le contexte, hein. On sait bien si le mouvement est immobile ou rectiliforme. Et si les forces ne se compensent pas, eh bien ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas immobile et c'est pas rectiliforme. Voilà, c'est tous les autres cas, c'est un autre mouvement. Voilà. Bon, alors le mieux, c'est de faire deux petits exercices. Hein, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc, on va faire cet exercice-là. Voilà. Et puis après, un autre. Alors, si vous voulez essayer de faire tout seul, eh bien, vous mettez en pause. Et puis, vous décalquez cette figure sur l'écran. Parce que c'est celle-là qui est utile. Hein. Alors, en respectant bien voilà, l'inclinaison. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut la décalquer. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait en classe. Alors, la question qui n'est pas facile, c'est celle-là, la question 3. Voilà, c'est celle-là qui est un peu difficile. Voilà, c'est une question ouverte, on va dire. Alors, on y va. Donc, on a un skieur hein, qui remonte une piste verglacée. Hein, voilà, on a une piste rectiligne, voilà. Et le skieur remonte, hein, et donc il est aidé du remonte-pente. Hein, donc, il y a une perche là qui le tracte. Hein, il est tracté, voilà, il remonte. Donc, il se déplace à vitesse constante, hein, 2 mètres par seconde. La piste est en ligne droite. Hein, voilà. On vous donne l'échelle pour les forces. On vous donne cette donnée là, donc la valeur de G, hein, 9,80 Newton par km, et on vous dit que la valeur de la réaction de la piste sur les skis vaut ceci, et la valeur de la tension de la perche sur le skieur vaut 234 newtons. Ok. Alors, on vous demande de représenter correctement les forces appliquées au skieur. Alors, quand on dit skieur, c'est le skieur avec ses skis, hein, d'accord?
mais sans souci d'échelle dans un premier temps. Très bien. Bon, on y va. Alors, vous savez que pour représenter correctement les forces, le point de départ de la flèche est important, la direction est importante, et le sens de la flèche est important. Et il faut ne pas oublier de mettre le nom du vecteur force. Hein, d'accord. Alors, le, le skieur est attiré vers la terre. Hein, cette force, elle est toujours présente. Donc, cette force, elle est verticale. Elle part du centre du skieur, hein, du centre du mobile, et elle va vers le bas. Voilà, donc là, on a une force. Et cette force, c'est le poids. Hein, c'est la force gravitationnelle, mais qu'on appelle poids. Voilà. Ensuite, on a la perche qui tire, hein, donc là, une certaine tension, une tension de la perche. La pêche, donc c'est la force exercée. Donc là, les forces qu'on cherche, hein, c'est les forces exercées des corps extérieurs sur le skieur. Hein, d'accord. Donc la première qu'on a mis, c'est la force exercée par la terre sur le skieur. Ensuite, on cherche la force exercée par la perche sur le skieur. Alors, il faut se dire, qu'est-ce qu'elle fait, la perche? La perche, elle tire, hein, elle tire le skieur. Donc, la force exercée par la perche sur le skieur, c'est vers la droite. Donc, voilà, on peut, voilà, donc comme ça, le long de la perche. Donc, il y a deux façons de l'appeler. Soit on met F de perche sur skieur, ou on peut dire, comme c'est écrit dans l'énoncé, la tension de la perche, donc on met T. Voilà. Ensuite, la piste crée une force sur le skieur. Alors, quelle est cette force? Si la piste n'existe pas, le skieur, le skieur, bon, en quelque sorte, il va s'enfoncer, entre guillemets, dans la piste. D'accord? Il va descendre. Hein, il va descendre. Donc, la piste empêche le skieur de s'enfoncer dedans. Et cette force, on a vu qu'elle est perpendiculaire au support, hein, toujours perpendiculaire. Voilà, hein, donc la piste retient, la piste empêche le skieur de s'enfoncer, hein, dans le sol. Donc, et cette force, alors on peut l'appeler F de piste sur skieur, ou on peut l'appeler Rn, hein, la réaction du support, le support étant la piste ici. Et ma foi, c'est tout. Hein, il n'y a que ces trois forces. Donc voilà, ça j'ai fait ça. Ensuite, on vous demande de représenter la force de la réaction de la piste avec l'échelle donnée, avec cette échelle-là. Très bien. Donc c'est là, il faut faire attention, il faut bien respecter l'inclinaison. Hein. Alors, cette inclinaison, je vais la respecter. Donc je prends ça, crayon de papier. Voilà, donc je vais représenter ça. Ah ben non, ce que j'ai fait en fait, oui, je peux faire comme ça, oui. Voilà. Le plus simple, c'est ça. Oui. Voilà, il faut bien respecter, parce que sinon je l'avais dessiné, là, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai dessiné, voilà, je le fais ici. J'ai refait le schéma, j'ai refait exactement le même schéma ici, hein, la même inclinaison. Hein. Voilà, donc je vais prendre ça plutôt. Voilà, ça sera mieux. Alors, donc, cette force, donc c'est une force, alors je le représente, mettons ici, n'importe où. Hein. Voilà, parce qu'en fait, je vais en avoir besoin après, hein, j'aurais peut-être dû le préciser. Hein. Représenter la force à un endroit quelconque. Hein. J'aurais dû le représenter, j'aurais dû dire ça. Donc, du coup, en tous les cas, l'inclinaison, on va la respecter. Alors, voilà, donc, ça, c'est la direction de la force, elle est comme ça. Hein, d'accord, hein, je suis bien parallèle. Donc, je vais partir, mettons, de là. Voilà, comment je vais partir de là. Voilà, donc c'est vers le haut. Alors maintenant, je ne connais pas la longueur en centimètres. Donc, j'utilise ceci. Hein. Donc, j'écris 1 centimètre représente 100 newtons. Et la réaction de la piste, on a dit 748 newtons. Donc, moi, je vais trouver une flèche de, eh bien, de combien? X égale 748 divisé par 100. Donc, ce qui fait 7,48 cm. Donc, concrètement, 7,5 cm. Alors, 7,5 cm. 7,5 cm. Alors, 7,5 cm, c'est là. 7,5, c'est là. Voilà.
Donc ça, c'est Rn. Ok. Alors maintenant, voilà, j'ai fait la question. Voilà, là j'ai fait la question 2. Question 2. Voilà, Rn, je l'ai bien représenté comme il faut. Alors j'aurais dû écrire à un endroit quelconque sur la feuille. Hein. Bon. Alors 3. Déterminer la valeur du poids. Alors c'est cette question qui est difficile. Voilà, parce qu'il faut trouver la valeur du poids. Alors pour ça, il faut rédiger. Alors, comment on va trouver la valeur du poids? Eh bien sûr, en utilisant le principe d'inertie. Alors, on sait que le mouvement, ah oui, ça on l'a pas précisé. Alors, on sait que le skieur se déplace à vitesse constante et en ligne droite. Donc le mouvement du skieur est un mouvement rectiligne uniforme. Donc je prends ici, hein, mouvement rectiligne uniforme. Donc à ce moment-là, je sais que les forces se compensent. Et donc je vais faire cette construction, hein, vectorielle avec une certaine échelle. Et donc du coup, comme ça, je connaîtrai la valeur du vecteur P. Alors j'ai 3 forces, hein, Rn, hein, qui agissent sur le corps, hein, Rn, T et P. Donc, ce que je connais, moi, c'est. Alors, ce que je peux connaître, la valeur que je connais, c'est T, hein, la tension de la perche, 234, que je vais mettre ici. Alors, je cherche. Hein. Alors, mais peut-être d'abord, au fait, hein, peut-être d'abord. Comment va être la figure, hein. On obtient une figure géométrique. Comment va-t-elle être? Comme ça, juste au brouillon. Eh bien, moi j'ai mis Rn. Hein. Rn est comme ça. Hein, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a mis Rn comme ça. Donc après, il faut rajouter les deux autres. Alors on peut commencer par celle-là ou par celle-là. Mais le plus simple, c'est celui-là, puisque cette force-là est perpendiculaire à ça. Donc je vais rajouter la force T, comme ça. Et la force P doit être verticale vers le bas. Donc je devrais trouver normalement quelque chose de vertical quand je vais tracer P. D'accord. Alors, donc du coup, il faut que je trace ce vecteur-là, il faut que je trouve un certain nombre de centimètres. Donc, j'écris 1 centimètre correspond à 100 newtons, x centimètres correspondent, alors T, c'est 234 newtons, donc ça fait x égale 234 divisé par 100, et ça fait 2,34 cm. Donc 2 cm et un peu plus de 3 mm, et perpendiculaire. Et perpendiculaire, voilà, ici, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ici comme ça, tac, et 2,3 cm, quoi, un petit peu plus que 2,3 cm. Donc 1, 2, 3, on est par là à peu près. Hein. Alors c'est graphique, ça ne peut pas être parfait, c'est graphique. Voilà, hein, donc on met perpendiculaire comme ça, et ça c'est T. Voilà, et donc du coup, comme, alors on va faire la rédaction après, hein, mais comme la somme des forces doit être égale à 0, et bien donc je dois revenir, et que j'ai que 3 forces, et bien je dois revenir au point de départ. Donc du coup, la dernière force, c'est forcément ça, et on voit bien que c'est à peu près vertical, vous voyez. Donc on ne s'est pas trop trompé. P. Voilà. Donc après, il suffit de mesurer P et de trouver. Alors, on va le faire comme ça sera fait. Et bien donc cette fois-ci, donc je sais que 1 cm correspond à 100 newtons. Alors j'ai combien de centimètres? Je mesure mes centimètres. Ici. Alors ça fait 7,8. Bon, ça varie selon notre. Alors 7,8 cm, donc 7,8 cm, je le mets sous centimètre. Hein. Voilà, là l'inconnu c'était les centimètres, maintenant l'inconnu c'est les newtons, x newtons. Donc x égale 7,8 fois 100, ce qui fait 780 newtons. Donc du coup, hein, donc P égale 780 newtons. Alors simplement, il faut quand même rédiger pour expliquer que l'on a fait ça. Hein. Cette figure, il faut l'expliquer, cette figure. Donc en fait, pour l'expliquer,
Eh bien, il faut dire que la somme des forces égale 0. Pourquoi? Parce que le mouvement est rectiligne uniforme, d'accord? Puisque c'est idem. D'accord. Alors, le mouvement du skieur est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, donc les forces exercées sur lui se compensent. Et on met 2 points. Donc, Rn plus P plus T égale vecteur nul. D'où la construction suivante. Voilà, comme ça on justifie le tracé. Voilà, alors voilà, donc là on a fait la question difficile. Alors maintenant, dernière question, déterminer la valeur de la masse du skieur avec ses skis. Alors, comme on a P, on a le poids du skieur, donc c'est facile. Et on cherche la masse. Eh bien, il faut une formule avec P et la masse. Eh bien, cette formule, c'est P égale mg. Donc, M égale P sur G. Alors, P, c'est 780, divisé par G, que l'on vous donne, 981. On prend la calculatrice. 780 divisé par 981 égale. Alors, 79,5. 79,5 kg. Alors, c'est en kilogramme, attention, ici, je fais attention. Ici, kilogramme, d'accord? Bon, ça, c'est des newtons. Et puis, G, on vous le donne. Voilà pour cet exercice. Bon, allez, on passe au deuxième. Alors, on lâche une bille métallique, initialement immobile, sur la surface d'un lac. Voilà, donc on a un lac, on a une petite bille, on la lâche, et bien que va faire la bille? Elle va tomber. Elle va tomber, elle va aller de la surface jusqu'au fond du lac. On enregistre le mouvement de la bille quand elle se déplace de la surface vers le fond du lac. Voilà, donc là c'est la surface, c'est juste la surface, et puis voilà le mouvement de la bille au début. D'accord. Alors, on vous demande de décrire le mouvement de la bille. Alors, on voit des points de plus en plus éloignés. Mais ici, là, vous voyez que c'est plus, là, les points sont équidistants. Donc, on mesure. Vous voyez qu'on a 2 cm. On a 2 cm ici, 2 cm, 2 cm. Voilà. Donc, à partir de là, à partir du point N4, les points sont équidistants. Donc, du coup, il y a 2 phases. D'accord. Donc, on écrit 2 phases. Alors, bon, déjà, on aurait pu peut-être écrire, c'est un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne. Alors, on met les 2 phases. Alors, ce mouvement rectiligne, comme les points s'éloignent de plus en plus, il est accéléré de M0 à M4. Accéléré de M0 à M4. Et de M4 à M7, il est uniforme. Uniforme de N4 à M7. Voilà. Alors, représenter les forces exercées sur la bille au point 3, à la date T3, c'est-à-dire au point quand la bille est en 3, puis quand la bille est en 6. D'accord. Donc là, on va faire un dessin de la bille. Alors, quand la bille est en 3, eh bien, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. D'accord. Alors, je vais prendre une autre feuille. Alors d'abord, peut-être réfléchir, quelles sont les forces exercées sur la bille quand elle descend? Bon, il y a l'attraction terrestre. La bille est attirée par le centre de la Terre, par la Terre. Donc, son poids.
D'accord? Alors, il n'y a pas que le poids, puisque sinon, bon, parce qu'elle descend assez doucement finalement, il y a l'eau qui la freine. D'accord? Donc l'eau exerce une force sur la bille, l'eau la freine. Donc l'eau exerce une force en sens contraire au poids. Hein. C'est-à-dire que donc si j'ai la bille, hein, ici, voilà, j'ai la bille, donc j'ai le poids vers le bas. Hein, bon, je peux le faire, hein, voilà, bille. Voilà, alors je dessine le poids correctement, ça sera fait. Alors, la flèche, elle part du centre, hein, de la bille, et une force est dirigée vers le bas. Alors, le centre, c'est plutôt là. Hein. Bon, enfin, bref. De toute façon, là, on vous demande, c'est sans échelle, hein, d'accord? P. Bon. Alors, à côté, on a l'eau, ici. Voilà. Et donc, la bille descend, hein, donc voilà, le mouvement comme ça, hein, mouvement. Mouvement. Donc, l'eau qui est ici freine. L'eau qui est ici empêche la bille de descendre. Voilà. Mais cependant, elle descend. Donc du coup, ce qui est cohérent, c'est qu'on va faire une flèche alors, qui part d'ici, hein, voilà, et qui monte vers le haut. Alors, ce qui est cohérent à dire, donc maintenant, il faut faire une flèche d'une certaine longueur cohérente par rapport à celle-là. Alors si on fait une flèche plus grande, ça veut dire que la bille, elle va monter. Alors c'est pas possible, elle descend. Donc du coup, il faut faire une flèche plus petite. Hein. Alors ça, c'est cohérent, et puis il faut l'expliquer ensuite. Hein. Ça, c'est intuitif. Hein. Mais ensuite, il faut l'expliquer. Alors ça, on va mettre F de eau, hein, c'est la force exercée par l'eau sur la bille. Voilà. Mais ensuite, il faut l'expliquer tout ça avec le principe d'inertie. Donc, vous voyez, je ne suis pas dans l'immobilité, je ne suis pas dans le mouvement rectiliforme, donc je suis ici. Donc, d'un point de vue des forces, j'ai ceci. Donc, c'est-à-dire que les forces ne se compensent pas. Si les forces ne se compensent pas, eh bien, forcément, dans ce cas-là, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et il va de soi que c'est P qui est plus grand. Donc ça c'est voilà, ça, on ne le montre pas. Mais en tous les cas, ça serait une erreur de faire deux forces égales, deux forces de même valeur. Hein. Donc, on rédige hein, pour expliquer notre construction. Donc, on écrit le mouvement de la bille, le mouvement de la bille est rectiligne, accéléré. Alors, donc, les forces exercées sur la bille ne se compensent pas. C'est la contraposée, en fait, du principe d'inertie. C'est la négation, si vous voulez. Ne se compensent pas. Et on met deux points. P plus F de bille sur O différent de 0. Voilà, et c'est le cas. D'accord. Voilà, alors on n'est pas obligé de faire la construction vectorielle, hein, c'est-à-dire comme ça, P, et puis ensuite on remonte, voilà. Bon, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Bon, je le fais là, mais on n'est pas obligé de le faire. Là, on a bien expliqué. Voilà, je le montre en parenthèse. Alors, ça, c'était la bille au point 3. Hein, donc, ça, c'est en M3. En M3. Alors maintenant, alors c'était où le point? En M6. Bon, en M6, on va rédiger. Hein. Le mouvement de la bille, il est rectiligne uniforme. Donc, les forces exercées sur la bille se compensent. Donc, P plus FB égale 0. Hein. Donc, on l'écrit. Hein. Le mouvement de la bille est rectiligne uniforme. Donc, les forces, alors même si c'est un peu long à écrire, eh bien on le réécrit, hein, d'accord, même si c'est voilà, même si vous trouvez que c'est facile, il faut quand même l'écrire. Donc les forces exercées sur la bille se compensent. Donc P plus F de bille sur O égale vecteur nul. Alors, maintenant, là, donc, il faut faire des flèches de même
de même longueur. Alors, il faut faire des flèches de la longueur de F ou de la longueur de P. Bon, il va de soi que c'est de la longueur de P, puisque le poids, lui, ne varie pas. Hein. La bille, elle a une certaine masse, donc elle a un certain poids, elle a une certaine attraction, qui est due à sa masse. Hein. Donc, du coup, on représente... Alors, il faut être cohérent, hein, donc c'est-à-dire que il faut faire la même longueur, hein. Alors même si c'est pas très très précis, il faut quand même être cohérent. Donc 3,6, alors j'espère que j'aurai assez de place. Oui, ça va. 3,6. Alors 3,6 cm. Voilà. P. Et 3,6. Alors 3,6 c'est là. Donc on se décale un tout petit peu pour montrer qu'on part de là. Hein. Voilà. 3,6. Donc F de haut sur bille. Voilà. Alors ça peut paraître étonnant de voir la force qui augmente, mais bon, finalement c'est assez logique. Donc en fait c'est une force de frottement. Hein. L'eau frotte sur la bille, et plus la bille va vite, plus elle frotte. C'est comme quand par exemple, vous descendez une côte en vélo. Hein. Donc au début, vous la descendez doucement, donc vous sentez un petit peu d'air sur vous, mais si vous allez très vite, vous allez sentir énormément d'air, c'est-à-dire que les molécules d'air vont vous frapper, hein, plus violemment, plus fortement. Donc ça veut tout simplement dire que la force de frottement de l'air augmente quand vous descendez très vite en vélo une côte, et cette force de frottement n'est pas élevée si vous la descendez doucement. Hein, c'est ça que ça représente. Hein. Plus la bille va vite, plus la force de frottement est grande. Donc voilà, et ça c'est le mouvement qui est comme ça. Le mouvement. Et bien voilà, c'est fini.